Bonjour, ceci est une nouvelle vidéo qui fait suite à celle que j'avais faite sur le vote populaire à l'élection présidentielle américaine. Elle a un peu pour but de préciser les choses et de tordre le cou à certains propos et à certains raisonnements qu'on entend sur le vote populaire aux États-Unis, c'est-à-dire principalement sur le fait qu'un candidat puisse être élu avec moins de voix que son adversaire. Et on fait ainsi référence très clairement à l'élection de Donald Trump en 2016. Alors, justement, parlons de l'élection de 2016 et parlons chiffres. Il est clair qu'Hillary Clinton a eu plus de voix que Donald Trump. Elle a eu un peu moins de 3 millions de voix d'avance. Précisons d'abord, ainsi que j'avais fait allusion dans ma première vidéo, que Hillary Clinton n'a pas eu la majorité des voix. C'est quand même important. Deuxièmement, elle a eu effectivement 3 millions, presque 3 millions de voix d'avance. Et elle a été donc distancée dans le collège électoral. Mais regardons les chiffres dans le détail. Et parlons notamment de la Californie. En Californie, Hillary Clinton a remporté l'État avec plus de 4 millions de voix d'avance. Il faut réfléchir à ce chiffre, parce que ça signifie que l'écart entre les deux candidats était déjà atteint, voire dépassé, ne serait-ce que dans l'État de Californie, certes l'État le plus peuplé des États-Unis. Ça veut dire que si on fait abstraction des résultats de la Californie, c'est au contraire Trump qui avait plus de voix qu'Hillary Clinton. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, en Californie, l'écart est tel qu'il explique en fait la différence de voix entre les deux candidats. Pourquoi de telles choses peuvent se produire? C'est tout simple. Il s'avère que, depuis des décennies, la Californie est l'État le plus démocrate des États-Unis. Comme il y a le système du winner take all, c'est-à-dire que le gagnant remporte la totalité des grands électeurs, il est bien évident que, avec un État où les démocrates ont plus de 60% des voix, c'est-à-dire ils ont presque les 2/3 des voix, il n'y a aucun intérêt pour Donald Trump en 2016 à faire campagne en Californie. Je crois qu'il y est allé une fois. L'État était perdu d'avance pour les républicains. Il est donc bien évident qu'il y a une démotivation inévitable de la part des électeurs républicains. Et certes, on pourrait dire que cette démotivation peut toucher aussi les démocrates dans des États outrageusement républicains. Mais c'est oublier que la Californie est un des plus grands États en superficie déjà des États-Unis et sa population est la plus nombreuse, 40 millions d'habitants. Même si on prend en compte le Texas n'a que 30 millions d'habitants. Et la domination des républicains, on pourrait dire que c'est à peu près 55-45. 55% pour les républicains, 45% pour les démocrates, peut-être même un peu moins. En revanche, en Californie, c'est manifeste. La différence est énorme. Et vu le poids donc qu'a la Californie, une très grande partie des différences qui peuvent se produire et qui se sont très rarement produites, puisque c'est arrivé avec George Bush face à Al Gore et avec Trump dans les 30 dernières années, c'est vraiment une exception au XXe siècle et au XXIe siècle. Mais si ça se produit, entre guillemets, c'est la faute de la Californie. Un deuxième élément aussi est à prendre en compte. C'est une élection à un tour. Et là aussi, rentrons dans le détail de l'élection de 2016. En 2016, il n'y avait pas que deux candidats, ce qu'on oublie toujours. On a l'impression que l'élection a lieu à un tour entre deux candidats. Ce qui explique qu'aux États-Unis, il y a une dispersion des voix dont il faut tenir compte. Ce qu'on oublie en 2016, c'est que Hillary Clinton et Donald Trump n'étaient pas les deux seuls candidats. Qui est arrivé troisième? C'est Gary Johnson. Gary Johnson, c'est un candidat libertarien. Alors les libertariens, on va résumer quand même en deux mots leurs deux points forts, c'est la baisse des impôts et la baisse du poids de l'État.
c'est très proche des Républicains. D'ailleurs, tant Gary Johnson, le candidat libertarien, que son candidat à la vice-présidence étaient tous deux d'anciens républicains gouverneurs de leur État. Or, le résultat de Gary Johnson a été exceptionnel, puisqu'il a obtenu plus de 3% des voix et plus de 4 millions de voix d'électeurs. En toute logique, si on regarde l'idéologie des candidats, ces voix sont à rajouter à celles de Trump. Mais ce n'est pas tout. Vous avez le parti de la Constitution qui présentait aussi un candidat. C'est plus anecdotique, il a eu peu de voix, quelques dixièmes de pourcent. Mais c'est aussi un parti conservateur, de la droite chrétienne conservatrice, qui est quand même arrangé bien plus du côté des républicains que du côté des démocrates. Il y a par ailleurs eu, et c'est assez significatif, une candidature dissidente au sein même du Parti républicain. Ce qu'on oublie. On a un certain Evan McMullin, dont personne n'avait jamais entendu parler, un républicain, qui était un adversaire viscéral de Trump, et qui s'est présenté tout seul. Alors certes, il n'avait aucune chance d'être élu. Mais les adversaires de Trump, au sein même du Parti républicain, ont appuyé sa candidature, et il a reçu des dizaines de millions de dollars de soutien. On va dire, si c'était un inconnu, bon, ça ne représentait pas grand-chose, mais dans une élection contestée, quelques dixièmes de pourcent, ça peut vous faire perdre une élection. On a bien vu en 1974, l'élection de Valéry Giscard d'Estaing face à François Mitterrand, à quelques dixièmes de pourcent près, en fait. Et là, Evan McMullin a réussi, entre guillemets, son coup. Il n'avait aucune chance d'être élu, mais il a fait quand même 700 000 voix, c'est-à-dire 1,5%. Ce qui, en démocratie, n'est pas du tout négligeable. Ce d'autant que sa candidature aurait pu avoir un effet dévastateur s'il avait réussi à remporter au moins un État. C'est tout à fait possible avec le système actuel. Et Evan McMullin avait une religion particulière puisqu'il était mormon. Or, dans l'Utah, État mormon en majorité, il jouissait d'une assez grande popularité et un sondage l'avait même donné devant les deux candidats. Et effectivement, l'élection présidentielle dans l'Utah a abouti, entre guillemets, à une triangulaire, remportée brillamment par Trump, qui a eu 45% des voix, mais McMullin a eu plus de 20% des voix. Donc, à un moment donné, il aurait pu éventuellement remporter l'Utah et donc prendre 6 voix de grands électeurs à Trump. Hillary Clinton ayant fait 26 ou 27%. Il est arrivé 3e au bout du compte, McMullin. Mais à un moment donné, il était donné gagnant. Tout ceci pour dire que, en tout état de cause, ces voix devraient normalement, soit 1,5%, ce qui n'est pas négligeable, être rajoutées, entre guillemets, à celle de Trump, puisque c'est une élection à un tour. A contrario, on pourrait dire que, par exemple, la candidate du Parti écologiste américain, Jill Stein, qui a fait 1 million de voix, ce qui est pas mal, on aurait pu la mettre dans le camp d'Hillary Clinton. Mais si on additionne la totalité des voix de droite, si on peut dire, si ce mot a un sens aux États-Unis, et la totalité des voix de gauche, eh bien on verra qu'en fait, c'est le camp de droite qui était majoritaire. Donc dire à satiété, ah, c'est très curieux, le vote populaire n'était pas pour Donald Trump, ça ne veut rien dire dans une élection à un tour, et surtout dans un système fédéral. Parce que ce système a été expressément choisi comme cela, c'est-à-dire un système de check and balance, c'est-à-dire un système où le pouvoir arrête le pouvoir. Il était prévu au début que le président des États-Unis soit élu tous les 4 ans par le Congrès. C'est-à-dire qu'on aurait eu, à un moment donné, une élection qui, par exemple, mette au pouvoir un des deux grands partis, qui remporte
mettons à la fois la Chambre des représentants et le Sénat, et dans la foulée, ce congrès aurait élu le président. Et bien évident qu'on aurait eu alors ce qu'on a très souvent en France d'ailleurs, hein, c'est-à-dire un parti ultra dominant et un président qui a une chambre totalement à sa disposition. Ça serait absolument pas plus démocrate que le système américain. Dans le système américain, on a expressément prévu qu'une convention spéciale aurait lieu pour élire des grands électeurs qui éliraient le président. Et que ça ne serait pas les représentants et les sénateurs qui éliraient justement le président. Pour bien faire la distinction entre les États, le Congrès, dont une partie, c'est-à-dire le Sénat, représente les États, et un président de la Fédération américaine, qu'on appelle le président des États-Unis, et qui donc représente un autre pouvoir, une autre source de pouvoir. Ceci peut entraîner certes une espèce de cohabitation permanente, parce que il est quand même assez rare qu'un président ait à la fois une Chambre des représentants et un Sénat de sa couleur politique, mais au fond, la démocratie n'en sort pas perdante. Si un parti, quand à un moment donné, il remporte les élections avec tous les pouvoirs, c'est-à-dire à la fois le pouvoir législatif et le pouvoir exécutif, comme c'est le cas en France, quand le président est élu, généralement, soit il dissout, soit, depuis la dernière réforme constitutionnelle, il y a une élection législative dans la foulée, et dans la foulée, les gens élisent un parti qui fait plaisir au président. Et le président fait absolument ce qu'il veut. Ben, aux États-Unis, c'est différent. On peut considérer, comme avait dit, je crois, le général de Gaulle, que le système fonctionne cas un cas. En tout cas, il fonctionne, les gens y sont habitués, et même si on le modifiait, je reprends ce que j'avais déjà dit dans une précédente vidéo, il n'est pas certain que les résultats seraient différents. Les républicains se battraient en Californie, ils feraient campagne, et la différence ne serait certainement pas de 4 millions de voix dans un seul État, différence supérieure à la différence qui a existé en 2016 avec l'ensemble des États-Unis. On verrait si ça changerait quelque chose. Et puis, soyons clairs, si on considérait que ce système favorise peut-être certains États aux dépens d'autres États, on irait très vite à ne plus accepter le fait que chaque État soit représenté par 2 sénateurs, parce qu'après tout, si on considère qu'il n'est pas normal qu'un président ait moins de voix que son adversaire, on pourrait considérer aussi qu'il n'est pas normal que le Wyoming ait 2 sénateurs, tandis que la Californie, 80 fois plus peuplée, en a 2 aussi. 40 millions d'un côté, 500 000 de l'autre. Donc, ceux qui parlent à satiété du vote populaire, d'une part, ne connaissent pas l'histoire et les traditions institutionnelles des États-Unis, et en même temps souhaitent un changement constitutionnel profond. Or, les États-Unis, si ce n'est plus une fédération, c'est autre chose. C'est tout ce qu'on peut dire. Merci.